Ce programme vous est présenté par Ma. Merci. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans Congossa TV. Merci de vous asseoir, chers amis. Alors, Congossa TV présidentielle 2025, c'est l'émission du Mfugu, du Soko, du Japap. L'émission du Karambani. Le genre d'émission qui font que les gens adorent le crédit Njo chez le voisin. Et quand le voisin change le mot de passe, il s'énerve. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Congossa TV présidentielle 2025. Nous sommes encore en juin 2025, donc vous avez le temps d'aller vous inscrire sur les listes électorales de l'ECAM. Il y a encore le temps. Celui qui ne s'inscrit pas sur une liste électorale, c'est qu'il est sorcier, lui-même n'est pas au courant. Et en octobre, il faut aller voter. Allez voter en octobre et surtout, surveillez vos votes. Il ne faut pas qu'un fantôme vote à votre place ou qu'un vampire vote à votre nom. Surveillez vos votes. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons accueillir un potentiel candidat à la présidentielle 2025. C'est un homme, comme on dit au quartier, c'est un long et très long crayon. Il est à la fois ingénieur, mais surtout économiste. Il est un haut cadre. Il a travaillé dans la haute administration des institutions internationales sérieuses. Mesdames et messieurs, chers amis du Congossa, l'Omfugu présidentiel ce soir, accueillons Monsieur Jacques Bouga Hagbe, s'il vous plaît. Bonsoir, merci. Merci. Alors, bienvenue sur le plateau de Congossa TV présidentielle 2025. Merci Valérie, merci à tous les jeunes qui ont bien voulu prendre de leur temps pour m'accompagner cet après-midi. Merci. Ok, alors sur ce plateau, je pose d'abord une question aux candidats. Comment je vous appelle? Est-ce que je vous appelle Jean Bouga Hagbe? Est-ce que je vous appelle Jacques Bouga? Est-ce que je vous appelle Jacques? Mais pour l'émission, vous pouvez m'appeler Jacques. Jacques. Oui, vous pouvez m'appeler Jacques. Pour la campagne, ce sera Jacques Bouga ou docteur Jacques Bouga. Ça ira. Ah, il y a docteur devant. Si on veut, docteur. Si les gens le veulent. Bon, donc, pour l'émission, Jacques, ça me suffit. On va dire Jacques. Oui, ça me suffit là. Ok, d'accord. Alors, on commence par une chose très importante. C'est que je demande toujours aux candidats qui viennent ici de prêter serment. Pourquoi je leur demande de prêter serment? Parce que s'ils mentent, sur le net, il y a ce qu'on appelle la force des archives. C'est-à-dire que le candidat qui va venir mentir ici, si demain il passe, on va lui rappeler qu'il avait dit telle chose, donc il ment. C'est pour ça que je demande à chaque candidat de prêter serment, déjà devant ce public de jeunes qui est là et devant les millions de gens qui vont nous regarder sur le net. Donc vous prêtez serment, vous promettez de dire la vérité, tout simplement. Je le jure. Face caméra, voilà la caméra là-bas. Je le jure. Ok, super. Il a juré de prêter serment, donc enregistrer l'émission demain après-demain, Manono. S'il ment, la force des archives va sortir sur lui. Alors, on va, et je tiens aussi souvent à préciser à tous les candidats qui viennent que si demain ou après-demain, donc c'est octobre, vous êtes à Etoudi, il ne faut pas m'envoyer le CED ou bien le MINAD ou bien les abeilles. Parce que si je dis un truc pendant l'émission et que quand vous serez Etoudi, vous vous rappelez que le petit là m'avait parlé en genre. Voilà. Non, en fait, tout ce que je veux dire, c'est essentiellement sur le site internet du mouvement Cameroun, mouvementcameroun.net. Cameroun, c'est avec A. Non, ça c'est pour vous. Moi, je dis pour moi. Que moi. C'est comme moi, je vais dire. Il ne faut pas que demain, si vous êtes à Etoudi, que vous me teniez rigueur en vous rappelant que le petit là, quand il m'avait invité sur son plateau, il m'avait mal parlé en genre. Donc, il faut rassurer devant la caméra que si je suis à Etoudi, je ne vais rien faire à Valérie. Non, avec moi comme président de la République, le Cameroun deviendra un état de droit. La liberté d'expression existe dans tous les états de droit sérieux. Donc, tout ce que vous faites, c'est votre liberté d'expression. Vous n'appelez pas à la haine. Et je pense que moi, je ne vois aucun problème. Donc, je ne veux rien. Non, on peut critiquer les hommes politiques, on peut critiquer le président. Voilà, c'est ça que moi, je voulais préciser que si vous êtes à Etoudi, vous n'allez pas vous rappeler que le petit là avait parlé un genre. Donc, c'est bon. Je n'aurai pas de problème, ni avec le MINAT, ni le CET, ni la DGSN, ni l'armée, ni la CEMIL, ni personne. Voilà. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. La première rubrique de cette émission s'appelle
on dit que. Donc, je voudrais toujours vous rappeler que c'est une émission de Congossa. Donc, ce qu'on dit là, ce n'est pas moi. C'est que les gens disent ça au quartier. Quand j'ai annoncé que je vous recevais aujourd'hui. Alors, on dit que vous êtes candidat à cette élection pour prendre votre part de Gombo. Non, c'est archi faux. J'ai préparé un livre-programme de près de 500 pages. Il est intitulé Cameroun, avec K, proposition pour un nouveau départ. Et dans ce livre, je détaille toutes les réformes que je vais faire. C'est un livre qui est très détaillé. Je ne parle pas en l'air. Je ne donne pas d'objectif en l'air. Je dis exactement comment je vais faire. On va en parler tout à l'heure. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui écrit un livre de 500 pages, oui, je dis bien 500 pages, un programme détaillé, est là pour quoi que ce soit. Et là, déjà, je peux vous dire que moi, je suis un ancien fonctionnaire du FMI retraité. Donc, je vis paisiblement de ma retraite qui vient de Washington. Je n'ai pas besoin de poste de quoi que ce soit. Je suis là parce que les solutions à nos pays, aux problèmes de notre pays sont relativement simples. Les gens croient que c'est compliqué. Nous sommes embarqués dans un mauvais modèle, au-delà même des problèmes de gouvernance qu'on a, détournement de deniers publics et autres. Le problème fondamental qui nous bloque, c'est qu'on a un mauvais modèle de développement. C'est un modèle qui est centré sur l'État, alors que l'État, lui, n'a pas les moyens de faire un certain nombre de choses. Il faut qu'on change de modèle, qu'on passe à ce que j'appelle modèle populaire, modèle de 100 francs. Et on va en parler notamment, je vais vous montrer, là où je parle des détails, où sont les ressources et pourquoi l'État est en train de se tromper sur le financement de l'économie. Ok. Alors, on dit que quand quelqu'un écrit un gros livre de 500 pages, ça veut dire que le niveau de Gombo qu'il cherche est gros. Non. Surtout quand ce livre apparaît avant la présidentielle. Non, justement. J'ai constaté que dans nos débats politiques pendant la présidentielle, généralement, on ne parle pas de substance. On ne parle que de politique politicienne. Et j'ai eu quelques débats avec des hommes politiques, c'était la même chose. Tel parti politique est éligible, tel n'est pas éligible, ainsi de suite. Mais les problèmes des Camerounais, l'électricité, les transports, les routes qu'il n'y a pas, l'emploi des jeunes, vous qui êtes là, beaucoup d'entre vous êtes des diplômés, mais vous ne savez pas si demain vous allez trouver un emploi qui peut vous permettre de vivre décemment. Il y a l'eau. Il y a tout un tas de problèmes auxquels font face les Camerounais, y compris les jeunes, et dont on ne parle pas dans les débats. Et moi, justement, je veux recentrer le débat sur ces problèmes, les problèmes des Camerounais. Je parle terre à terre. On aura peut-être une séance d'échange avec les jeunes. Oui, on va parler concret. Et vous allez voir que je ne suis pas là comme les autres candidats qui sont là pour attaquer, faire de la politique politicienne. Non, ça ne m'intéresse pas. La raison pour laquelle j'ai été détaillé dans ce livre, il a 500 pages parce que je suis très détaillé. Je dis exactement le problème que je perçois, je dis comment je vais le résoudre et je dis pourquoi la solution que je propose est la meilleure. Voilà pourquoi vous aurez énormément de détails dans ce livre. Donc je vous recommande, c'est déjà en ligne sur Amazon. La version papier sera disponible dans les jours qui viennent. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a souvent en politique. Non. Ok, moi je continue dans le on dit que. Ça va. On dit que un candidat qui apparaît quelques mois avant l'élection, si ce n'est pas le Gombo qui cherche, c'est la sorcellerie. Non, justement. Il faut qu'on sorte de cette mentalité-là. Gombo ou sorcellerie, non. Moi, je vous dis, point de vue financier, je dis, j'ai pris ma retraite du Fonds monétaire international, ma retraite vient de Washington, je n'ai pas besoin de travailler jusqu'à la fin de ma mort. Je peux vivre décemment. Je me permets de vous couper, pardon, ce n'est pas mes habitudes, mais si ce n'est pas un exemple, chez nous, on dit que les gars qui sont les riches, c'est eux qui volent plus. Et on a des exemples de gens fortunés qu'on a nommés pensant qu'ils sont déjà riches, mais après qui ont volé. Non, donc je ne vais pas me salir. Je dis que le Cameroun est suffisamment riche pour tous les Camerounais. Et il y aura de la richesse pour tous les Camerounais, notamment les jeunes. Et je vais dire comment je vais le faire. Comment y arriver. On va parler de la rubrique économique. Voilà. Ok, alors, dernière question. Et puis, question de sorcellerie. Je suis africain, je sais qu'on a notre spiritualité, mais il ne faut pas tout expliquer par cela. Il faut essayer d'analyser le problème en utilisant aussi d'autres méthodes
y compris la méthode entre guillemets scientifique, dit quelle est la source de notre problème. On va parler par exemple de l'électricité. Le problème de l'électricité, il a une source très claire. On a une demande qui s'accroît plus rapidement que l'offre. Et la puissance installée au Cameroun, elle n'est que de 2000 MW. 2000 MW seulement. Alors que dans un pays normal, si on veut que chacun ait de l'électricité de bonne qualité, la puissance installée doit être de 1 à 2 MW, à 2 kW par habitant. Au Cameroun, on a à peu près 30 millions d'habitants. Mais Donc, ceux qui nous dirigent, ils savent ça. Il nous faut 30 000 MW. Non, j'essaie de vous dire. Ils le savent, non? Ils le savent, mais ils utilisent un mauvais modèle de financement pour y arriver. Vous voyez, c'est un peu ce que je dis. Quand je dis sorcellerie, essayons de décomposer la source du problème, voyons où ça n'a pas marché. Là, ici, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'on a une demande qui est autour de 30 000 MW, mais on n'a qu'une offre de 2 000 MW. Ah ouais. 2 000 seulement. Donc, il y a un écart de 28 000 MW. 28 000 MW. Maintenant, installer une puissance d'1 MW, c'est dans les 2 millions de dollars en moyenne. Donc, quand vous faites 28 000 MW fois 2 millions de dollars, on est à peu près à 60 milliards de dollars. Et 60 milliards de dollars, c'est quoi? C'est déjà plus du PIB du Cameroun. Bah oui. Oui, ce qui est autour de 50 milliards. Et c'est 5 fois le budget de l'État pour 2025 et 300 fois le capital de l'État. Voilà où est notre problème. Et vous allez nous dire où on peut trouver l'argent? Exactement, justement. Je vais vous le montrer. Voilà, je décompose le problème. Ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Ok, donc les néo n'a qu'à bien se tenir. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors, dernière question de la rubrique, on dit que. On dit que les candidats qui apparaissent avant l'élection ne savent pas ce qu'il y avait avant. Est-ce que vous, Jacques, vous savez ce qu'il y avait avant? Parce que quelqu'un a posé une question au Cameroun, il y avait quoi avant? Oh, vous savez, je suis né à la Cité SIC, hein, et j'ai une maison là-bas. À Douala? Non, à Cité SIC, à Douala, oui. À Douala? Oui. Cité SIC. À la montée BP Cité SIC. Ma maison est là. Bon, quand vous passez, pour ceux qui connaissent l'endroit, ils voient mon bâtiment, un de mes bâtiments. Vous voyez en face, moi, quand je me réveille le matin, de là, je vois mon école maternelle, elle est en face de moi. OK? Et je peux vous dire qu'il y a 50 ans, cette école était beaucoup plus jolie que ce que je vois maintenant. L'état de délabrement que j'ai vu là. Rien que ça. Quand j'entends il y avait quoi avant, je dis, Madame la ministre, je sais ce qu'il y avait devant chez moi. Cette école maternelle là où je suis allé. Je savais, je sais à quoi elle ressemblait il y a à peu près 50 ans. Vous comprenez? Donc, vous savez, il faut être honnête aussi parfois dans la vie. Je sais qu'ils ont des postes à défendre, mais qu'il ne faut pas qu'ils se ridiculisent. Il faut qu'ils admettent en toute modestie que certes, il y a des problèmes de gouvernance, détournement de deniers publics, mauvaise gestion, mais il y a aussi un problème de modèle économique et il faut qu'ils aient la modestie d'accepter, d'écouter des idées nouvelles qui proposent un autre modèle économique qui est plus simple. Il y avait quoi avant? Demander à ceux de notre génération. C'est ça qu'on demande. Voilà. On n'avait pas besoin de fuir tout le temps. Généralement, quand on allait à l'étranger, c'était pour revenir aussi, très rapidement. Pour quelques années, on revenait. Aujourd'hui, les gens sont en train de fuir. Moi, il se trouve que dans mon cas, je n'ai pas fui, je n'ai pas besoin de fuir. Mais le simple fait qu'aujourd'hui, les gens sont en train de fuir le Cameroun, alors qu'avant, les gens allaient et retournaient, comme j'ai fait. Peut-être ceux qui fuient maintenant, c'est pour revenir après. Non, ils fuient pour une raison. Généralement, on ne fuyait pas, on partait étudier et on revenait avec des diplômes. Et il y avait des bourses. Voilà. D'études aussi. Voilà, il y avait tout ça avant. OK? Maintenant, les enfants, les jeunes... Il y en a encore, mais c'est pour les uns et pas pour les autres. Et on n'entendait pas que quelqu'un risquait sa vie au désert juste pour aller en Occident. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je demande à nos compatriotes, nos frères et sœurs, ministres du gouvernement, d'avoir un peu plus de modestie et de ne surtout pas se ridiculiser. Parce que ces propos, un jour, ils ne seront plus ministres. On va les leur retourner. Il faut qu'ils fassent attention. Ok, merci beaucoup, Dr Jacques Bouga. On va passer à la rubrique suivante. Ça, c'est la rubrique qui est chaude, parce que là, ça chauffe. C'est la rubrique politique. Alors, la rubrique politique, on commence par une question simple. Vous sortez d'où?
Je suis ingénieur, diplômé de l'École centrale de Paris, économiste, formé au Canada et aux États-Unis, docteur en économie. Et après les études d'économie, j'ai intégré le Fonds monétaire international. En réalité, je suis passé d'ingénieur à économiste parce que je voulais rentrer au Cameroun. Ingénieur, le problème de ce métier est que c'est un domaine un peu étriqué. Vous êtes spécialiste de quelque chose et très souvent, vous êtes beaucoup trop qualifié pour vos pays en développement. Donc généralement, ils ne rentrent pas. Beaucoup ne rentrent pas. Parce qu'ils sont coincés. Et je ne voulais pas être coincé en Occident. Donc voilà pourquoi j'ai viré en économie. Et je ne suis pas allé en économie pour être professeur dans les universités en économie. J'avais visé l'économie parce que je voulais rentrer et essayer de contribuer au développement du Cameroun et de l'Afrique en général. Et les meilleurs endroits dans le monde pour avoir l'expérience concrète et pratique, évidemment, sur ces questions-là, c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc, en fait, j'ai viré en économie pour intégrer soit la Banque mondiale, soit le Fonds monétaire international. Et c'est ce que j'ai fait. Et de là, j'ai beaucoup appris de tous les pays. Je travaille régulièrement avec les ministres et tous les gouvernements. Et donc, ça m'a permis d'avoir énormément d'expérience. Je ne pouvais pas parler ou commenter sur les sujets d'actualité de notre pays parce que en tant que fonctionnaire international, on a un devoir de réserve. Donc, on ne peut pas parler. Mais j'écrivais beaucoup. Voilà comment j'avais commencé à écrire le livre de 500 pages. Donc, j'écrivais, j'apprenais, tout ce que j'apprenais, je réécrivais. Et voilà pourquoi vous allez voir, je suis très détaillé, même dans la maîtrise de certains sujets du Cameroun. Et aussi, il faut aussi dire qu'en même temps, je suis un agriculteur. Donc, en 2014, j'ai créé une structure agricole ici au Cameroun, et qui m'a permis aussi, c'est un peu difficile financièrement, parce que ce pays est difficile quand même quand on lance des affaires. Ah, c'est chaud. C'est très, très difficile. Le pays, il faut être néerlandais, il faut avoir les nerfs. Justement. Justement, et là, ça m'a permis, je ne regrette pas parce que j'ai beaucoup appris. J'ai dépensé beaucoup d'argent, mais j'ai beaucoup appris aussi, en même temps. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de proposer des solutions concrètes, y compris sur les domaines comme le foncier, et ainsi de suite. Donc j'ai vraiment des solutions concrètes à tous ces problèmes-là. Et beaucoup seront peut-être surpris quand ils disent « vous sortez d'où ». Ils vont réaliser que je maîtrise beaucoup de ces sujets beaucoup mieux qu'eux. Oui, non, je n'en doute pas. Mais quand je dis « vous sortez d'où », je veux dire « vous sortez d'où politiquement ». Est-ce que vous avez une base politique ici au Cameroun? Présentement, je travaille avec certains partis politiques qui y sont installés. Mais pour la présidentielle elle-même, on a généralement deux choix. Soit être investi par un parti politique qui a des élus, soit se présenter en candidat indépendant. Et là, l'option de candidat indépendant, est en train de se raffermir. Parce que, bon, les partis politiques, c'est un peu plus compliqué en termes de contraintes. Ils ne vous connaissent pas. Donc c'est difficile qu'ils vous fassent confiance. Non, ce n'est pas une question de connaissance, c'est une autre dimension. Hein. Non, mais je veux dire, ils ne connaissent pas votre travail politiquement parlant. Non, ce n'est pas ce qui pose problème. C'est que il y a une situation politique qui est telle que beaucoup de ces partis politiques ont déjà pris des engagements à gauche, à droite. C'est la politique. Voilà, c'est extrêmement difficile. Vous êtes arrivé en retard. Ou bien vous avez traîné. Non, je ne dirais pas. C'est que on a une réalité politique au Cameroun qui fait en sorte que malheureusement, beaucoup de partis politiques ne sont pas guidés par les projets de société, mais par d'autres considérations sur lesquelles je n'aimerais pas m'étendre. Moi, je viens avec un projet de société clair, je dis exactement comment je vais résoudre les problèmes des Camerounais. Et c'est là où, une fois qu'on va entrer dans les débats de candidats, les Camerounais vont voir la différence entre moi et les autres. Parce que moi, je viens avec des projets de société concrets, détaillés, et avec une stratégie de financement qui est très claire et très simple, que tout le monde comprend. OK. En fait, en termes de programme, tous les candidats, en tout cas, que j'ai reçus ici, ils ont des bons programmes. Hein. Techniquement, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est le degré de confiance que le peuple camerounais peut avoir envers vous. La dernière présidentielle a eu lieu en 2018. La prochaine, c'est en octobre 2025. Entre 2018 et 2025, politiquement, vous étiez où? Qu'est-ce que vous avez fait pour espérer que les Camerounais vous fassent confiance? Permettez-moi, avant de répondre à cette question, permettez-moi, quand vous dites projet, techniquement, c'est non, ce n'est pas vrai. Parce qu'on oublie toujours, on oublie toujours l'aspect financement. Ça, vous allez voir, lorsque vous détaillez, comment compte-t-il financer ça? Avec quel modèle de financement? Okay. Moi, je pense que lors des débats, ça va ressortir. Okay. Qui a le projet techniquement solide ou pas? Okay. Le deuxième aspect, 2018 et 2025. Je dis, je préparais
ce livre-programme que j'avais, des solutions concrètes pour le pays, les erreurs qu'on a pu faire, les contraintes au niveau politique, ces fameux débats. Vous allez voir que, par exemple, sur le plan institutionnel, je propose vraiment des choses simples qui vont, ma foi, pouvoir satisfaire tout le monde. Et au niveau pratique du terrain, j'avais ma structure agricole qui m'a permis de comprendre les réalités, par exemple, des agriculteurs, les contraintes. Par exemple, les gens croient que l'agriculture est un domaine relativement facile. Et moi, je croyais, j'avoue, je dis en toute honnêteté, je ne savais pas que c'était aussi compliqué que cela. La complication, ce n'est pas produire. La complication, c'est écouler. Et vous avez une petite fenêtre. Vous pouvez tout perdre en quelques jours. Et c'est ce qui rend ce domaine extrêmement compliqué et délicat. Et ça, je ne le savais pas, par exemple. Il y a également les problèmes de foncier, les problèmes fonciers. C'est là où je me suis rendu compte que l'État est à l'origine de 99% des problèmes fonciers. Parce qu'à mon avis, il ne fait pas son travail. Quelqu'un disait que, pour aller dans votre sens, quelqu'un a dit que l'État est le premier braqueur des populations sur la question foncière. Oui, c'est lui, parce que, en fait, c'est un problème relativement simple à résoudre. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect de mise à jour du plan cadastral national. Il doit être mis à jour régulièrement parce que les titres de propriété, les titres fonciers changent. Ça, ce n'est pas le cas. Ils ne le mettent pas à jour régulièrement. Il y a aussi un deuxième problème, celui de la procédure d'obtention, par exemple, d'un titre foncier. Elle est inutilement complexe. C'est quelque chose en réalité qu'on peut faire en 2 heures. Dans le projet de société que j'ai, je propose que toute cette affaire-là de procédure de titre foncier soit, numérisée, et 2, passe par les notaires, qui auront un compte au cadastre. Je dis exactement comment je vais le faire, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, l'inutilité. Le géomètre va prendre les relevés topographiques, il va aller chez le notaire avec les acheteurs et vendeurs. Le notaire va ouvrir son compte au cadastre, son compte électronique. Il va mettre ces données cadastrales-là avec le géomètre. Il tape, il va voir si le terrain a un problème ou pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il empiète sur la parcelle de quelqu'un d'autre qui est déjà là, ou qu'il empiète sur la voie publique. Parce que ça arrive souvent. Si le terrain a un problème, déjà, de ce côté-là, il arrête la transaction, on n'avance pas. S'il n'a aucun problème, il collecte tous les frais qui sont dus à l'État. C'est lui-même qui fait tout ça. Il paye électroniquement, il paye, boum. Et une fois que le cadastre valide, parce que le cadastre doit valider tout ce que le notaire fait en ligne, une fois que le cadastre valide, c'est fini, l'opération est finie, il y a le titre foncier. Vous voyez? Donc tout ça se fait en 2 heures. On n'a pas besoin de complications. Tout à fait. Je vais simplifier toute cette procédure. Maintenant, l'État, lui, se consacre sur quoi? Lui, il est là pour baliser tout le plan cadastral. S'assurer que toutes les routes qui doivent être bien reflétées dans le plan cadastral, avec les coordonnées cadastrales qu'il faut, tout est OK. Son travail, c'est de passer toute la journée, le cadastre, à mettre à jour le plan cadastral. Tout à fait. Voilà les 2 principaux axes de la réforme. Mais c'est très simple, et c'est juste qu'on ne veut pas le faire. OK. Donc, ça, c'est une très belle réforme. Ça a l'air intéressant. Mais moi, je reviens à ma question. Vous savez, les réformes, il faut un taux de confiance. De 2018 à 2025. Qu'est-ce que le candidat que vous êtes avait fait politiquement? Parce que j'imagine bien qu'économiquement, vous êtes hyper calé. On va arriver dans votre domaine. J'ai préféré qu'on commence en politique. Parce que là, un président de la République, c'est un homme politique d'abord. Économiquement, je pense que vous pouvez enseigner beaucoup dans ce pays, mais politiquement, c'est comme ça qu'on gagne une élection. Qu'est-ce que vous avez fait politiquement? Mais politiquement, vous pouvez vous contacter, vous êtes en contact avec les gens, vous discutez avec les gens. Mais vous ne le faites pas ouvertement parce que vous avez un devoir de réserve. Donc, j'étais en contact avec des personnes, mais je ne pouvais pas le faire ouvertement. Donc, sur le plan politique, rassurez-vous, j'ai suffisamment de contacts qui me soutiendront le moment venu, qui me soutiennent déjà. Je ne veux pas en parler publiquement parce qu'on n'est pas encore dans la phase vraiment électorale. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, je ne suis pas seul. Ben, j'imagine bien. Je ne suis pas seul. Non, même présentement, il y a des gens qui sont sur le terrain pour moi pour collecter les signatures. Donc, je ne suis pas seul. Il y a des gens qui apprécient ce projet de société de plusieurs partis politiques. Ils l'apprécient. Ils veulent voir notre pays changer. Ils veulent voir notre pays changer. Et j'ai l'intention de changer ça. Et vous voyez, je ne serai pas seul. Parlant des signatures, est-ce que vous pensez que votre candidature sera validée par Elecam ou alors par la Cour constitutionnelle si jamais vous allez en recours? Non, Elecam doit suivre la loi. Et la loi est très claire. Si vous n'êtes pas présenté par un parti politique qui a des élus, vous pouvez être présenté.
vous pouvez compétir en candidat indépendant, mais avoir 300 signatures, 300 signatures. Oui, des personnalités précises, dont 30 par région. Il faut que ces signatures soient légalisées. En gros, c'est quoi légaliser une signature? C'est juste être comme le témoin. Bien sûr. Et la personne a bel et bien signé cela. Et ça, c'est le travail des sous-préfets. Donc, si tout cela est fait, ben, je ne vois pas pourquoi l'ECAM viendrait. Et vous êtes serein quant au fait que vous pouvez obtenir 300 signatures au Cameroun. Je pense que ceux qui signent, c'est les conseillers municipaux, les chefs traditionnels, les conseillers régionaux, les sénateurs députés. Vous pensez vraiment que vous allez avoir ces 300 signatures? Bien sûr, je n'aurais pas commencé. Je leur dis qu'on peut s'en sortir parce que n'oubliez pas, tous ces élus, ils souffrent hein, comme nous autres. Bien sûr. Oui, écoutez, ils vivent les coupures d'électricité. Hein, leurs enfants ont des problèmes pour aller à l'école. Ils ne sont pas sûrs de l'avenir de leurs enfants. Ils souffrent comme tous les autres, quel que soit le bord politique. Et moi, je ne suis pas un partisan. Je ne suis pas dans la logique de parti politique. Je sais qu'on a besoin de partis politiques. Mais je ne suis pas dans cette logique de parti politique. Parce que je dis, je veux parler à tout le monde. Avant d'être du parti X ou Y, vous êtes avant tout Camerounais. Voilà le problème qu'on a. Je vous ai parlé de l'électricité. L'État ne peut pas régler ça. Mettons ensemble un nouveau modèle économique qui va nous permettre de régler ça pour nous tous. Après, on fera la politique politicienne. Donc, c'est ce discours-là que je leur tiens. Et certains sont en train d'adhérer et ils soutiennent. Donc, Mais si vous êtes élu président de la République, candidat indépendant, ça va être compliqué parce qu'après, il y aura les législatives. Vous allez gouverner comment? Sans élus, sans députés, sans sénateurs? Vous allez gérer ça comment? Si d'autres partis ont la majorité à l'Assemblée et au Sénat, vous êtes président indépendant, vous serez un président avec les bras coupés? Non, justement. Parce que dans le modèle institutionnel que je propose, de toute façon... Vous allez changer la Constitution? Bien sûr. Ça, c'est une phrase qui nous inquiète ici au Cameroun. Non, pas dans le sens... Non, nous au pays, quand quelqu'un dit qu'il va changer la Constitution, on est d'abord inquiet. Non, justement, c'est pour le bien. Okay. Et je dis exactement ce que je veux changer. Je ne suis pas en train de dire ça en général. Si vous allez dans le livre, les 500 pages, il y a beaucoup de détails. Déjà, le président de la République ne peut pas être membre d'un parti politique. Donc ça, il faut le comprendre. Parce qu'il est le président de tous les Camerounais. Oui, il est le président de tous les Camerounais. Mais il peut travailler avec certains partis politiques. Donc on va sortir du modèle actuel, où le président est partisan, parce qu'il est président d'un parti politique. Le président sera le président de tous les Camerounais. Déjà, quel que soit leur bord politique. Ce n'est pas le cas maintenant, le président de la République non, il est président national du RDPC aussi. Oui, mais il est aussi président de tous les Camerounais. En théorie. Des opposants comme des partisans. Oui, légalement. Mais ceux qui veulent et qui ne veulent pas, il est le président. Oui, légalement, c'est le cas. Mais il est aussi le président d'un parti politique et il y a des gens qui sont opposés à son parti politique. Donc ça crée une certaine, pour moi, tension inutile, qui est inutile pour moi. Ça veut dire que vous n'êtes pas opposant? Non. Il y aura des partis qui vont soutenir ma politique, déjà. Et s'il y en a qui ne soutiennent pas? Non, justement. Je vous dis les mécanismes que j'introduis. J'introduirai deux choses. Le droit de veto du président de la République, un peu comme on voit aux États-Unis, même s'il pourra être outrepassé par les 2/3 du Parlement. Si jamais il vote une loi aux 2/3, il outrepasse ça, le président va outrepasser. Un droit de veto qu'on peut outrepasser? Non, que le président peut... Un droit de veto? Non, un droit de veto, c'est que quand le Parlement passe une loi qui n'est pas compatible avec la politique. Le président, lui, il peut mettre un veto. Un droit de veto. Voilà, c'est un outil de négociation avec la nouvelle majorité, par exemple. Mais également, il y a une deuxième chose que je vais ajouter, c'est le vote populaire. C'est-à-dire que dans mon modèle démocratique, je commencerai par donner au peuple le pouvoir d'avoir déjà des téléphones avec les chargeurs, les kits solaires, toute la population, parce que c'est à travers ces téléphones. Et ça, c'est déjà bon, hein? Mais le problème, c'est la connexion. Non, justement. Parce que le téléphone, c'est déjà bon. Non, on a géré ça. C'est la connexion et le débit. Attendez. Ce que je ferai, c'est qu'il y a une application dans les téléphones que j'appelle fichier unique. Peut-être elle va prendre notre nom. À travers cette application, vous pourrez tout faire avec l'État. Mais là, les data qu'on utilise pour l'application seront à la charge de l'État. Donc, que vous ayez du crédit ou pas, vous pourrez entrer et faire tout ce que vous voulez avec l'État. Parce que l'État va s'entendre avec les compagnies de téléphonie, les compagnies d'Internet, y compris l'Internet qui vient du ciel. L'État va s'entendre avec ces compagnies, dire, écoutez, pour cette application-ci, ça doit être gratuit pour tout le monde, parce que j'ai besoin de ça en tant qu'État. Mais qu'est-ce que les gens vont faire dans l'application-là? Ils pourront voter, par exemple. Non, voter. On va voter tous les jours? Non, pas nécessairement. Non. On va devenir comme la Suisse, en Suisse, on vote pour tout. Ça pas nécessairement. Uniquement lorsqu'il y a blocage. N'oubliez pas, l'action du président de la République dans mon projet de société,
il y aura des blocages tous les jours. Hein. Non, non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Non, il y a des compromis. Même pour rien, on va bloquer des Non, choses. non, justement. J'ai vu l'expérience des États-Unis. Pour moi, c'est la catastrophe. Quand le président perd la majorité au Parlement, il ne sert plus à rien presque. Je ne veux pas que ça se répète au Cameroun, qu'on ait ça au Cameroun. Il faut absolument que le président ait le pouvoir de mettre en œuvre son plan de travail présidentiel. Parce que dans ce que j'introduis également, j'introduis ce que j'appelle plan de travail présidentiel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une fois qu'il est élu, il doit présenter un document stratégique qui va guider son action durant les 14 ans suivant sa première prestation de serment. 14 ans? Non. Durant, ça va guider. Parce que ici, le mandat est de 7 ans renouvelable une seule fois. Donc, généralement, quand un homme politique postule pour ce poste, c'est pour généralement 2 mandats. Il y aura une limitation de mandat. Okay. Personne ne pourra faire plus de 14 ans au sommet de l'État. Mais vous savez que, excusez-moi, dans ce sens-là, le président actuel, il a dit 196. Oui, justement. Lui-même est encore revenu dire que c'est bon qu'on enlève je vais introduire justement. Mais qu'est-ce qui nous prouve que si vous venez, vous n'allez pas nous faire le coup de dire au début que c'est 2, après un moment, on justement. Change. Je vais introduire une disposition dans la Constitution qui permettra à la Cour suprême de destituer le président si jamais il viole certains articles de la Constitution, y compris celui-là. Et qui va nommer la Cour suprême? Non, justement. Les gens que vous nommez vont vous destituer? Oui, c'est possible, parce qu'une fois... Au Cameroun, c'est là. Non, attendez. Non. Regardez le mécanisme dont je parle. Les juges de la Cour suprême, nommés par le président, mais ils vont être approuvés par le peuple, par vote électronique dont je parle là. Parce que si le président nomme quelqu'un que le peuple ne veut pas, il nomme quelqu'un d'autre. La personne ne va pas passer. Parce que le peuple doit approuver le choix du président. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que... Non, mais c'est ça, c'est dont vous parlez. Non. Si toutes les nominations du président de la République doivent passer par pas toutes. du peuple... Non, pas toutes, parce que celles-là, les juges de la Cour suprême auront un rôle crucial dans la démocratie camerounaise. C'est crucial, ce poste. Mais le président garde le droit de veto? Non, pour les lois seulement. Pour les lois seulement? Pour les lois du Parlement. OK. Pour les lois du Parlement. Je dis, ces juges de la Cour suprême, eux-mêmes, seront passibles de poursuites judiciaires à travers les jurys populaires, si jamais ils violent certains aspects de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qui va constater cette violation? N'importe qui. C'est-à-dire que si, par exemple, la loi dit personne ne peut faire plus de 14 ans au sommet de l'État, et une personne fait 14 ans, à la 14e année, ils ne veulent pas le destituer, ou la personne ne veut pas partir, vous portez plainte, n'importe qui. Et si maintenant, on organise un procès de la Cour suprême, des juges de la Cour suprême, qui ne font pas leur travail, parce qu'eux aussi sont en train de violer la Constitution. Parce que la Constitution va leur demander de destituer toute personne qui aurait fait plus de 14 ans au sommet de l'État et qui ne veut pas partir. Mais si avant ça, la Constitution a été changée? Non, il ne peut pas changer cette disposition, justement, parce que il y aura certains articles de la Constitution qui disent que tout lancement du processus de changement de ces articles de la Constitution conduit à la destitution du président. Donc il n'y a pas que le mandat de 14 ans, enfin la durée de 14 ans. Il y a aussi toute tentative de changer certaines dispositions de la Constitution. L'idée ici, c'est de verrouiller cela. Parce que justement, on est fatigué de toutes ces expériences, des gens qui viennent, oh, je vais faire 2 mandats, ensuite ils changent. Tout à fait. Bon, j'ai essayé d'introduire, voilà pourquoi le livre est très détaillé. J'ai essayé d'introduire. Mais docteur, si c'est vous qui avez écrit le livre, ça veut dire que vous pouvez écrire un autre livre qui vient contredire ce livre-là. Non. Parce que nous, on sait au Cameroun, pour l'affaire d'école, nous, on sait qu'on est bon dans ce pays. Et donc, autant vous avez fait ce livre-là, 5 ans à étudier. Non, pas 5 ans. Ça change les hommes. Hein? Non. Au bout de 5 ans, vous pouvez écrire un nouveau livre. Je viens de dire ici, je le juge, je viens de péter serment. Vous avez enregistré. Allez sur le site internet du mouvement Cameroun.net. Je suis en train de dire exactement la même chose. Et ces vidéos sont là. Elles ne vont pas partir. Toutes les vidéos que j'ai mises sur mon site de campagne vont rester sur mon site de campagne. Y compris pendant ma présidence. Justement, c'est comme cela qu'on va prendre le président au mot. Tu nous as promis ceci, où est ça? C'est ça, hein? Donc, pour moi, vous pouvez être sûr d'une chose. Parce que le président peut dire ah. Non. Parce que là, ce n'est pas écrit, c'est moi-même qui parle. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire ces vidéos. Parce que c'est moi-même qui parle. On va juste sortir tes propres vidéos. Pourquoi tu n'as pas mis ça dans la Constitution? La force des archives. Et là, vous pouvez être sûr d'une chose. Le président ne contrôle plus l'élection. Le gouvernement ne va plus contrôler l'élection dans mon projet de société. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Cour suprême inamovible qui contrôle tout le processus. Des inscriptions sur la liste électorale jusqu'à la proclamation des résultats. Si jamais je ne fais pas ce que j'ai promis, l'élection d'après, je peux être sûr d'une chose. C'est une raclée. On te met à la porte. OK. Voilà. Alors, Jacques,
L'une des plaies du Cameroun, c'est la corruption. La corruption, c'est vraiment quelque chose qui est devenu systémique, endémique. C'est devenu une maladie pire que Ebola, mélangée avec Corona et le palu. Donc, alors, si vous êtes président de la République, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour, à défaut de faire disparaître, diminuer drastiquement le niveau de corruption au Cameroun? Oui, je commencerai par la fonction publique elle-même, à travers déjà les salaires. Soyons honnêtes et objectifs. Les salaires de notre fonction publique sont inconcevables. Moi, j'ai regardé là, le salaire le plus élevé dans la fonction publique, il est autour de 373 000 ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas, c'est ridicule. Quelqu'un qui a 5 enfants, qui vit au Cameroun, qui doit payer le loyer et tout le reste, ça, ce n'est pas possible. Okay? Je vais d'abord m'attaquer à ce problème de salaire dans la fonction publique. Pour moi, dans mon projet de société, le salaire d'un fonctionnaire doit être plus ou moins l'équivalent de 80 à 85% de ce que cette personne gagnerait à ce niveau de responsabilité si elle était dans le privé. Donc, je vais introduire un peu plus de transparence dans la politique salariale du gouvernement. Je mettrai une échelle unique des salaires dans la fonction publique. Donc, il n'y aura plus tous ces statuts, non. Tout le monde sera sur une même échelle de paie. Et, à compétence égale, vous aurez 80 à 85% de ce que vous auriez gagné dans le privé. Ça, c'est le premier aspect. Okay. Deuxième aspect. Parce que si l'argent vient, il faut que le travail vienne aussi. Ouais. Les salaires, les rémunérations des fonctionnaires seront basés sur ce que j'appelle l'atteinte des objectifs du plan de travail présidentiel. Parce que tout sera guidé par le plan de travail présidentiel. Nous devons faire ceci, cela, tel objectif. Si c'est atteint, on marque que c'est atteint. Donc, il y aura un système d'évaluation des fonctionnaires, des employés de la fonction publique en général, qui va devoir refléter leur performance par rapport aux objectifs du plan de travail présidentiel. Ça, c'est le deuxième axe de la réforme. Okay? Donc, les gens sauront que s'ils veulent être payés, c'est comme dans le privé, il faut fournir des résultats. Donc, ce sera un peu comme dans le privé. Je vous donne à plus ou moins les salaires du privé. Tout à fait. Je vous fais travailler comme dans le privé. Ouais. Troisième aspect, il y a l'aspect légal. Je vais mettre sur pied ce que j'appelle une loi d'amnistie conditionnelle qui est inspirée de ce qu'on appelle le dilemme des prisonniers en théorie des jeux. C'est quoi le dilemme des prisonniers? Je vais vous expliquer ça très simplement. Vous avez deux personnes qui ont commis un crime mais qui ne veulent pas confesser. Vous dites, la première personne qui confesse, elle est amnistiée. Ah. Donc les deux vont aller immédiatement confesser parce que chacun veut être le premier. Et donc c'est ça. Je vais mettre un système. Ça concerne tous les prisonniers, parce que même les tueurs. Non, les détourneurs de deniers publics seulement. Ah, ok. Non, détourneurs. Il fallait préciser comme ça. Parce Non, que les tueurs, ils allaient avouer vite, hein, pour sortir. Non. Je parle uniquement des détournements de deniers publics. Il n'y a pas de. C'est pas des crimes de sang. Ok. Généralement, ils font ça à plusieurs. On ne peut pas faire ça seul. Donc, ce que je mets sur pied, c'est dit, ok, voici la nouvelle loi. Le premier qui dénonce, et je vais mettre sur pied un site internet du gouvernement, je dénonce.net pour qu'il n'y ait pas de dispute. Vous êtes le premier à dénoncer, vous donnez tous les détails. Boum, vous enregistrez, vous avez un numéro d'enregistrement, on sait que c'est vous qui avez été le premier, que vous êtes amnistié. Mais ce sont les autres qui vont payer le plus. Vous allez voir qu'avec un tel système, il sera beaucoup plus difficile de détourner l'argent public, parce qu'on n'est pas sûr. Comme on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec quelqu'un. Vous n'êtes pas sûr que la personne ne va pas vous dénoncer. Donc, c'est un système que je mettrai sur pied qui va, je pense, drastiquement diminuer l'envie de détourner l'argent public. Maintenant, pour le secteur privé, je pense qu'une fois qu'on règle le problème du secteur public, le secteur privé va probablement suivre parce qu'un système similaire de dénonciation basé sur le dilemme des prisonniers va être mis sur pied pour le secteur privé également. Parce que la première personne qui dénonce un détournement dans le secteur privé, elle, même si elle a participé, elle est amnistiée dans la loi, mais le ministère public ou l'entreprise elle-même pourra poursuivre les autres. Okay. Parce que c'est une amnistie de droit, ce n'est pas une faveur. C'est la loi qui l'amnistie, parce qu'elle est la première personne à dénoncer. Vous voyez? Donc ça rendrait les choses beaucoup plus difficiles. C'est un concept de dilemme des prisonniers qui est très efficace pour lutter contre certains crimes. Ok, en tout cas, bon vent pour ce site parce qu'il risque de bugger. Si 20 000 personnes veulent s'inscrire en premier au même moment, ça peut bugger. Okay. Mais je comprends. Mais l'État n'aura plus beaucoup de travail parce qu'ils vont eux-mêmes s'auto-dénoncer. Ok, je comprends le principe. Alors,
est-ce que vous êtes opposant? Puisque vous voulez aller à étudier, vous voulez remplacer le président actuel, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes opposant? Opposant dans le sens où je ne suis pas avec le régime en place, parce que j'estime qu'ils ont échoué. Hein. Moi, je leur donne un 5 sur 20, je l'ai dit. Mais en même temps, je n'oublie pas une chose, c'est que nous devons rester unis, quelle que soit la situation. Unis avec qui? Unis vous, comme régime? Camerounais. Non, unis comme Camerounais. Parce que, même les Camerounais qui sont du régime? Écoutez, parce qu'ils sont nombreux quand même. Hein? Non. Est-ce qu'ils sont moins Camerounais que nous? Il faut distinguer deux choses. Hein? On veut résoudre un problème. Je vous dis qu'il y a eu l'échec qu'on a aujourd'hui. Il est dû au moins à deux choses. Mauvaise gouvernance, mais également un problème de modèle économique. On a choisi le mauvais modèle économique, le modèle étatique. Donc il y a aussi, je dirais, une dimension technique dans cette affaire. Je vous ai pris l'exemple de l'électricité tout à l'heure. Vous savez combien l'État a mis dans le secteur électrique, dans le secteur de l'électricité en 2025, dans son budget? Beaucoup d'argent. Non, 15 milliards seulement. Sur un besoin de, je vous ai dit 60 milliards de dollars ou 37 000 milliards de francs CFA. 15 milliards, ça peut changer toutes nos vies ici, là, nous tous. Mais justement. Je comprends qu'à un niveau, au niveau de l'État, oui, il y a des moyens. Donc, moi, je pense que si nos compatriotes, frères et sœurs qui sont là, du côté du pouvoir, acceptent de jouer le jeu de la démocratie en 2025, hein, et acceptent qu'il y a des solutions meilleures que ce qu'ils ont proposé jusqu'à présent, je pense qu'il faudra trouver un moyen d'en tenir compte pour que le pays puisse avancer de manière paisible. Parce que n'oubliez pas, on aura besoin de tous les Camerounais pour reconstruire ce pays. On aura besoin de tous les Camerounais. Quand ton frère a eu 5 sur 20, il rentre avec un bulletin de 5 sur 20 à la maison. Généralement, ce que tu fais, tu peux te moquer de lui sur le manteau. Et c'est ce qu'on fait. On se moque d'eux. Mais il n'arrête pas d'être ton frère. Donc ne perdons pas de vue cet aspect. Mais il faut aussi qu'eux comprennent qu'il est temps maintenant pour eux d'avoir la modestie de partir dans la paix et laisser les Camerounais, laisser le peuple camerounais choisir son président pour la première fois de son histoire. Parce que ce que vous devez aussi savoir, les jeunes, c'est la toute première fois, 2025, que le peuple camerounais va choisir son président. Ahidjo, le premier président, il n'a pas été choisi par le peuple, c'est la France qui l'a imposé. Après avoir assassiné tous les nationalistes, ce n'était pas lui qui devait être là. La France a assassiné tous les nationalistes pour le mettre là. Paul Biya, il n'a pas été choisi par le peuple camerounais. C'est Ahidjo qui l'a mis là. Enfin, vous comprenez, ce sera la toute première fois de l'histoire du Cameroun que le peuple camerounais lui-même va mettre quelqu'un au sommet de l'État. Et donc c'est crucial, et j'insiste pour que nos amis du pouvoir là, comprennent qu'il est maintenant, il est temps de montrer un peu de respect pour le peuple camerounais en le laissant choisir vraiment son président de la République. Ok, alors on va avancer dans cette rubrique, parce qu'il faut passer à une autre rubrique. Alors imaginons qu'en octobre 2025, vous êtes élu 3e président de la République du Cameroun. Alors au soir de votre prestation de serment, quelles seront les premières mesures, 3, 4, 5 mesures phares que vous allez prendre après avoir prêté serment? Premièrement, je vais appeler nos frères du Nozo, anglophones encore. On va organiser une conférence pour finaliser la Constitution. Parce que les principaux aspects de la Constitution, presque tout, c'est prêt. Les détails sont prêts. Il n'y a que cette partie du Nozo là, où je veux m'assurer. Le conflit soit résolu? Oui, sans tirer un coup de feu. Ouais. Donc je vais organiser une conférence sur 3 jours au moins, que je vais présider moi-même. Je ne vais pas envoyer de Premier ministre, comme ça a été fait. Je le ferai moi-même. On va parler en anglais. We'll do it in English, all of it. On va faire un diagnostic des problèmes. On va discuter des solutions possibles. Et on va discuter de quelles solutions iront dans la Constitution et de quelles autres seront dans les lois non constitutionnelles. Parce que le Cameroun doit redevenir fier d'être bilingue ou, disons, multiculturel en général, mais en particulier anglophone, francophone, bilingue. Moi, j'ai la chance d'avoir étudié dans les deux mondes. Le monde francophone et le monde anglophone. Mes diplômes les plus élevés sont en anglais, le doctorat et le master. Okay. Donc pour moi, passer d'un monde à l'autre, ce n'est pas vraiment quelque chose de spécial pour moi. Parce que je me sens biculturel, je me sens aussi quelque part anglophone. Donc je me sentirai aussi comme leur président. Parce que ce qu'on fait maintenant à nos frères anglophones est très grave. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce qu'on leur a fait.
Prenons un groupe ethnique du Cameroun. Je suis l'État, je dis j'ai la force de l'État. Je viens voir les chefs de village de ce groupe ethnique. Je leur dis arrêtez vos traditions, arrêtez votre manière de vivre. Je vous insulte carrément, en disant que votre identité, votre tradition ethno-culturelle, mettez ça à la poubelle. Qu'est-ce que vous ressentiriez? Alors que vous ne faites de mal à personne, vous ne tuez aucun enfant au Bénin. On vous demande d'arrêter d'être qui vous êtes. Il faut que nos frères francophones comprennent que c'est ce qu'on leur a fait. On essaie de leur demander d'arrêter d'être qui ils sont. Ils ont leur méthode, leur manière de voir les choses, leur commande, leur système. Laissons-les continuer avec ce système. Hein? Regardez les 5 doigts de cette main. Est-ce qu'ils sont pareils? Non. C'est comme cela la société camerounaise. Si on vous coupe un doigt, est-ce que ce sera encore la même main? Non. Donc, et c'est ce qu'on a fait. Parce que moi, je pense que c'était un problème d'ignorance. Les deux cultures, les deux manières de faire sont en réalité complémentaires. Généralement, le système francophone, le droit civil, c'est du haut vers le bas. On parle du cadre général pour aller au cadre particulier. Les anglophones, c'est du bas vers le haut. On parle des cas particuliers pour aller vers le général. Donc les deux méthodes sont complémentaires. Et en fait, c'est une richesse de maîtriser les deux méthodes. Donc, je vais réintroduire tout ça dans la Constitution et je veux m'assurer qu'on ne va plus jamais toucher à ça. Le Cameroun sera un pays uni, mais avec deux systèmes. Et tous les Camerounais, les élèves, les juristes, les avocats, devront maîtriser ces deux systèmes pour avoir les diplômes au Cameroun. Ça veut dire qu'au Cameroun, avoir son diplôme sera beaucoup plus compliqué que dans les autres pays. Parce que vous devez maîtriser les deux systèmes. C'est déjà compliqué maintenant. Hein. Soit c'est trop les 8, 9 qui passent, soit c'est... non, c'est aussi un problème de l'enseignement. On va peut-être revenir là-dessus. Ça, c'est la première mesure. Finaliser la Constitution. Avec le gouvernement n'aura plus le contrôle de l'élection. Ça va permettre de mettre la pression sur le président de la République et le gouvernement pour bien travailler. Autrement, le peuple te dégage. Le système judiciaire sera indépendant avec une Cour suprême dont les membres ne pourront plus être limogés une fois nommés et approuvés par le peuple. C'est fini. Donc, on ne contrôle plus ça. Et je mettrai sur pied c'est ça peut-être la deuxième mesure. Je lancerai la numérisation rapide de tous les secteurs publics avec ce que j'appelle plateforme pour l'actionnariat populaire. On va en parler tout à l'heure lorsqu'on va commencer à parler de l'argent mobile. Donc je numérise toute l'administration publique. On pourra passer avec moi des années sans aller dans un établissement public, dans un bâtiment public. Parce que tout peut se faire dans les téléphones dont je parle. Le troisième aspect sera l'aménagement du territoire. Parce que, oui. Je vais appeler les ingénieurs, les architectes urbanistes. Je dis, écoutez, la position géographique du Cameroun est un point clé que nous devons être capables de gérer 200 à 300 millions de personnes. Parce que beaucoup de gens vont passer par le Cameroun. On va illustrer ça tout à l'heure. Donc là, vous me faites un plan d'urbanisation du pays qui va me permettre de gérer 200 à 300 millions de personnes. Parce qu'il faut calibrer. On ne va pas, nos 30 millions là, non, ce n'est pas nous. La position géographique du Cameroun est telle que, une fois qu'on lance la zone de libre-échange continental, le grand marché africain, une fois qu'on lance là, le Cameroun est un pays carrefour. Donc, le Cameroun aura une position tellement importante que tout le monde va passer par nous. Ils ne vont pas passer par le désert. Voilà pourquoi il faut que l'urbanisation du Cameroun prenne en compte cette contrainte-là. Et on ne peut pas l'éviter. C'est notre position géographique. On ne peut pas fuir et on va en tirer le maximum de bénéfices. Donc, ce sont, disons, les trois grands axes sur lesquels je vais travailler. Mais maintenant, plus concrètement, pour la population même, il faut que je m'assure que tout le monde a un téléphone, un kit solaire pour le charger pour l'instant, et que les data pour l'application fichier unique dont je parle soient gratuits. Pour que l'État ça sera gratuit seulement pour cette application seulement. On pourra parler faire le JAPAP sur Facebook. Non, parce que l'État ne peut pas prendre ça en charge. Parce que l'État lui prend les services publics. Donc nous, on va financer notre Congo ça. Bien sûr. Mais l'application vous permettra de tout faire. Tout. C'est l'État. Toutes les démarches administratives. Oui, vous n'avez pas besoin de payer le taxi pour aller voir un bâtiment public. Vous faites tout là. On scanne votre visage, on sait qui vous êtes. Lorsque vous voulez faire quelque chose, ça montre, le téléphone scanne le visage, moi c'est bien vous. Si on a des doutes, on peut programmer une visioconférence. On vous dit, bon, c'est bien vous, vous êtes d'accord, vous soulevez la main. Oui, c'est bien moi, je le jure, et c'est enregistré. Donc on n'a pas besoin de se déplacer pour aller dans les bâtiments publics. Je mettrai sur pied une administration où il n'y a pas de papier. Voilà pourquoi je tiens à ce téléphone. Ce sera vraiment la première des choses que je vais faire.
J'appelle toutes ces compagnies, je dis écoutez, il faut que chaque Camerounais ait un téléphone et un kit solaire. Et dans ce téléphone, vous allez mettre cette application-là, vous allez scanner leur visage sur leur fichier unique, ça devient leur moyen de communiquer avec l'État. Ce programme vous a été présenté par Ma.